Slow dating, ralentis, fais ton dating reset, reprends le contrôle de ta vie amoureuse, clarifie tes intentions, mieux te choisir. Pose-toi les bonnes questions. Non, ce n'est pas un programme d'un coach en développement personnel, ce n'est pas une thérapie de groupe et ce n'est pas une retraite de conscience relationnelle. Ce sont les slogans de communication des applications de rencontres en 2026. Et là, pardon, mais on se fout de qui? Depuis quand des plateformes fondées sur le swipe, la comparaison permanente et la monétisation de la frustration se mettent à nous parler comme des thérapeutes? Dites-moi, quand une industrie commence à parler de soins, de conscience, de maturité émotionnelle, qu'est-ce que cela signifie vraiment d'après vous? Quand on sait que les apps de dating sont en déclin, les chiffres sont publics. Baisse des abonnements payants, fatigue massive, rejet croissant des jeunes générations. En 2026, ils ne vous vendent plus des rencontres, ils vous vendent du développement personnel. Alors bienvenue dans l'ère du dating washing, quand un système critiqué recycle le langage du soin pour continuer à fonctionner, à vous vendre la même sauce. Tout ça sans se transformer. Acte 1. Le grand revirement marketing. Carewashing. Quand le dating recycle le langage du soin. Avant d'aller plus loin, je veux qu'on soit très clair. Ce que je vais décrire n'est pas propre au dating. C'est une technique marketing connue, documentée, plutôt classique. Quand un modèle commence à être fragilisé, critiqué, il ne change pas immédiatement sa structure. Il change son discours. En sciences de la communication, on appelle ça du washing. Vous connaissez? Greenwashing, carewashing, well-being washing. Désolée pour tous ces anglicismes. Le dating est en train d'en devenir un cas d'école. On a déjà vu ça partout, dans l'agroalimentaire, produits ultra transformés qui soudain deviennent meilleurs pour vous. Dans les entreprises toxiques, burn-out structurel, puis yoga du midi, méditation sur Teams, tu connais la sauce, et j'en passe et tutti quanti. Le produit reste le même. Le cadre reste le même. Seul le récit change. Et maintenant, le dating. Regardons simplement les mots. Pas mon interprétation, leurs mots. On ne parle plus d'utilisateur. On parle d'individu, de conscience, de maturité émotionnelle, de travail sur soi. Depuis quand des plateformes fondées sur le swipe, la comparaison permanente, la vitesse et la remplaçabilité se mettent à parler comme des thérapeutes? Je pose une hypothèse et je reste volontairement prudente. Quand un modèle commence à emprunter massivement le langage du soin, ce n'est pas nécessairement qu'il est devenu plus éthique. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que c'est probablement qu'il est bien fragilisé. Parce que changer la communication coûte moins cher que changer le système. Le problème, ce n'est pas le discours. Le problème, c'est l'écart entre le discours et le cadre. Le système reste fondé sur l'hyperchoix, la gamification, les algorithmes de visibilité, la monétisation de la frustration. En psychologie systémique, ça a un nom, une injonction paradoxale. Sois lent dans un système qui accélère. Sois conscient dans un système qui te compare. Sois mature émotionnellement dans un cadre qui gagne quand tu doutes. On connaît très bien les effets de ces paradoxes. Confusion, culpabilité, fatigue psychique, perte de repères. Et c'est exactement ce que vivent aujourd'hui bon nombre de personnes. Changer le discours sans changer le cadre, ce n'est pas évoluer, c'est maquiller. Quand un système te demande de t'adapter à ce qui te fait mal, il se protège. Le carewashing commence toujours quand le modèle ne tient plus tout seul. Et maintenant, la vraie question. Qui porte le coup psychique de ce grand écart? Acte 2, le déclin et la fuite en avant. Quand les apps ne fonctionnent plus et font porter la faute aux individus. Il faut dire les choses clairement. Si les applications de rencontre changent autant de discours aujourd'hui, ce n'est pas par générosité soudaine. C'est parce que le modèle est en train de s'essouffler, fort, voire il est en fin de cycle. Les gens quittent les applications de rencontre, pas par caprice, pas par mode, mais parce qu'ils n'en peuvent plus. Pourquoi les gens partent vraiment? Eh bien, les applications de rencontre ont été une solution à une époque, puis elles sont devenues un problème. Les raisons sont toujours les mêmes. Et je les entends chaque semaine en consultation. Les gens partent parce qu'ils sont fatigués. Fatigués de swiper. Fatigués de se présenter. Fatigués de recommencer. Fatigués d'être comparés. Fatigués d'être remplaçables, interchangeables, de se sentir comme des options. Fatigués des liens pauvres et médiocres. Fatigués des conversations nulles et creuses. Fatigués d'investir sans retour. Fatigués de sentir que le lien ne tient sur rien. Ce que produit ce système, c'est pas un scoop.
perte d'estime, désensibilisation émotionnelle, méfiance généralisée, cynisme défensif, difficulté à s'attacher. Et les gens arrivent en thérapie en disant « le problème, c'est moi », alors que très souvent, le problème, c'est aussi le cadre, c'est le système dans lequel ils baignent. Les thérapeutes sont devenus le service après-vente des applications de rencontres. Et aujourd'hui, en 2026, ce que font les apps de rencontres face à ce constat, face à ce rejet massif, il y avait probablement 2 options. Option 1, interroger le modèle, le rythme, les algorithmes, l'hyperchoix. Et option 2, plus simple, plus court-termiste, changer le discours. Elles ont choisi le deuxième. Alors depuis quelque temps, on a commencé à dire aux gens « travaille sur toi, clarifie tes intentions, deviens plus conscient ». Autrement dit, si ça ne marche pas, ce n'est pas le système, c'est toi. C'est exactement la logique du développement personnel toxique. Du coup, quand un système ne fonctionne plus, il psychologise ses victimes. Et pourquoi c'est profondément problématique ? Vous l'aurez bien compris, ce discours est dangereux parce qu'il culpabilise. Il fait croire que l'amour obéit à des recettes miracles, qu'il suffit de mieux faire, mieux penser, mieux s'analyser. Et du coup, quand ça ne marche pas, les gens s'en veulent, se corrigent, se durcissent, se renferment, se recroquevillent, voire se radicalisent. Et ce que les apps de rencontre évitent soigneusement de dire, ce qu'elles ne disent pas, c'est que leur modèle a des limites, qu'on ne rencontre pas mieux en comparant plus, et qu'on n'aime pas mieux en ayant toujours une alternative, ou 10. Grosso modo, avec cette communication psychologisante, psychologisée, édulcorée, sucrée, faussement bienveillante à mon goût, on transforme la difficulté d'aimer en échec personnel. Et le développement personnel devient le cache-misère du dating industriel. Et le système se protège, et les individus doutent encore et encore. On fait porter la charge de la responsabilité sur les individus. La vraie question aujourd'hui, ce n'est plus comment mieux utiliser les apps, mais plutôt à quel moment on accepte collectivement que ce modèle a fait son temps. Acte 3, sortir du dating industriel. Reprendre le risque du lien pour de vrai. Je vais maintenant parler en mon nom. J'ai écrit un livre qui s'appelle Dating, la grande illusion. Il analyse précisément cette marchandisation du lien, les dégâts de cette consumérisation des relations et tous ses effets psychiques. Il analyse précisément cette marchandisation du lien, les dégâts de cette consumérisation des relations et tous ses effets psychiques. Il propose aussi avec beaucoup d'humilité du bon sens relationnel pour revenir à des rencontres vraies, hors d'un marché, pour revenir à un milieu, à de l'humain, parce qu'on le vit tous, parce qu'on le voit tous. Quelque chose s'est profondément abîmé dans notre manière de nous rencontrer. Et je le vois chaque semaine en consultation. Des gens intelligents, sensibles, volontaires, extraordinaires, qui arrivent épuisés, abîmés, découragés, affaiblis. C'est aussi pour ça que j'ai refusé de collaborer avec des applications de rencontres alors qu'on me l'a proposé. Je refuse de participer à une narration qui prétend réparer ce qu'elle continue de produire. Je ne peux pas participer à un système dont je soigne ensuite les dégâts. Je vais le dire clairement. Quitter les applications de rencontres aujourd'hui, ce n'est pas être réactionnaire. C'est un acte de lucidité. Et c'est souvent le premier acte de soin réel. C'est sortir d'une logique industrielle appliquée à nos vies émotionnelles. Parce que sortir des applications de rencontres, c'est déjà arrêter de se comparer, arrêter de se vendre, arrêter d'être évalué, arrêter de douter en permanence. Et beaucoup de gens vont déjà mieux rien qu'en les quittant. Mais attention, quitter les applis ne veut pas dire attendre que la vie fasse le travail à ta place. Ça veut dire changer de posture relationnelle. Déjà, en remusclant quelques compétences relationnelles. Ça peut passer par reprendre le courage relationnel, puisqu'en quelque sorte, le dating industriel nous a désappris le courage relationnel, le courage de regarder quelqu'un, d'engager une conversation, dire qu'on est intéressé, accepter un non, ne pas disparaître. Sans écran, il n'y a plus d'algorithme pour amortir. Il y a du risque. Et ça, c'est hyper sain. Parce que le lien commence toujours là où le confort s'arrête. Ça passe aussi par soigner les relations existantes. Avant de chercher une rencontre, regardez déjà ce que vous avez autour de vous. Beaucoup de gens veulent du nouveau alors qu'ils n'investissent pas ou plus l'existant. Amis, collègues, cercles sociaux, ma croyance et mon constat est que une relation vivante
en appelle souvent une autre et qu'on ne rencontre pas mieux quand on néglige les liens déjà là. Ça passe aussi par sortir de chez soi, vraiment. Les rencontres ne se font pas dans l'abstraction, elles se font dans des lieux où on revient, des lieux où on est vu, des lieux où on devient familier. Ça peut être un sport, un cours, une association, un café, un espace de coworking, un groupe. Et la clé, ce n'est pas l'originalité, mais la régularité et aussi sortir de ces routines automatiques. Ça passe également par réapprendre à parler aux gens. Et là, il y a urgence. On a aussi perdu quelque chose de très simple, savoir poser des questions. Pas des questions brillantes, pas des punchlines, mais des vraies questions, sincères, incarnées, pour être véritablement curieux de l'autre. Qu'est-ce qui t'anime en ce moment? Comment tu vis cette période? Qu'est-ce qui te fait du bien? Comment tu te sens là, vraiment? Parce que l'intimité commence vraiment par l'intérêt réel et la considération envers l'autre. Petit rappel, le lien ne se crée pas en se racontant et encore moins en s'inventant des vies. Il se crée en s'intéressant et en considérant l'autre, mais vraiment. Et ça passe par sortir de la logique de performance. Parce que aimer, c'est pas une compétence à optimiser. Plus on cherche à bien faire, plus on se rigidifie. Ce qui crée du lien, c'est pas une image, c'est pas la perfection, c'est la présence. La véritable présence à soi et surtout la véritable présence à l'autre. Les applications de rencontres nous ont fait croire que l'amour pouvait être optimisé et surtout à portée de swipe. Et elles arrivent aujourd'hui en fin de cycle et se part d'un discours de soin. Mais l'amour, on le sait tous, il ne se répare pas avec du marketing thérapeutique. Il ne se répare pas en puisant dans le développement personnel et le travail d'auteur pour nourrir des campagnes de communication hors sol. En 2026, la vraie question n'est plus quelle est la meilleure app? La vraie question, elle est politique. Où et comment et dans quel cadre on veut aimer et être rencontré? À mon sens, quitter les applications de rencontres, c'est résister avec élégance. Et peut-être, collectivement, acter la fin d'un cycle.